Et pour terminer avec la guerre, on a quand même aujourd'hui le salon Eurosatory qui s'ouvre à Villepinte, le plus grand salon au monde pour la défense terrestre. Et cette année 2026 marque un véritable tournant dans l'approche de la guerre. Jamais il n'y avait eu autant d'exposants à Villepinte. 2600 exposants cette année, c'est 30% de plus qu'en 2024. Tous les politiques, ça aussi c'est un signe, peut-être qu'on entre en campagne aussi, vont y défiler. Beaucoup de financiers aussi, c'est le signe qu'on entre dans un nouveau monde, ça, Isabelle Bandry. Oui, absolument. Donc on a eu les biotech, les fintech, les adtech et maintenant on a les défense tech. Oui. Ce qui montre qu'effectivement créer un écosystème, même si ça ne se décrète pas, ça peut quand même effectivement se créer avec une force importante. Je rappelle qu'il y a quelques mois et même quelques mois, les grandes entreprises n'avaient pas le droit ou ne pouvaient pas investir dans les sociétés de défense et dans l'armée parce que c'était pas bon pour leur politique RSE et donc leur note extra financière. La première fois, les banquiers seront présents en des stands, voilà. Eurosatory. Donc là, tout d'un coup, il y a une manne financière qui effectivement arrive. Alors, est-ce que c'est effectivement bon signe pour la paix et l'avenir? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, l'Europe, aujourd'hui, prend les choses en main. Et on parlait tout à l'heure de son indépendance vis-à-vis de l'IA. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens sont en pointe. Et on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas en pointe. L'Ukraine a révolutionné l'art de la guerre depuis maintenant 4 ans, et notamment en utilisant des capacités de calcul. Alors, ils utilisent la donnée, ils utilisent des drones qu'ils ont réussi de manière extrêmement sioux à des drones low cost. Produire, et des drones low cost qu'ils ont eux-mêmes produits. Alors maintenant, qu'ils coproduisent avec des Allemands, parce qu'ils les produisent maintenant en dehors du territoire ukrainien. Alors effectivement, ils sont dépendants encore de Starlink. C'est une vraie dépendance. Le système de communication d'Elon Musk, basse orbite. Mais aujourd'hui, ils arrivent à non seulement rentrer sur le territoire russe à 2000 km, très profondément, donc extrêmement profondément, et ce alors même que les GPS se sont totalement brouillés. Donc ils ont mis au point des systèmes avec la fibre optique qui permet effectivement de faire face au brouillage du GPS. Donc tout à l'heure on parlait de notre dépendance à des technologies. Les Ukrainiens ont démontré qu'ils pouvaient aller au-delà en trouvant des solutions. Et puis alors ce qui est assez fascinant aujourd'hui, et c'est ce qui a été prouvé là dans les dernières attaques sur le territoire russe, c'est qu'aujourd'hui, des essaims de drones communiquent entre eux sans avoir besoin de pilotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été démontré que des essaims de drones qui sont allés très très loin sur les territoires russes n'étaient plus connectés à des pilotes ukrainiens et qu'ils avaient la capacité de s'organiser entre eux autonome pour mener la guerre. Donc oui, nous sommes en retard sur l'IA. Mais on le voit, lorsqu'il y a effectivement urgence, alors dans ces cas-là, c'est un peu terrible, mais il y a effectivement la capacité de pouvoir produire des choses extrêmement pointues. André, comment on se situe aujourd'hui, nous, dans la tech, dans la war tech, si je puis dire, en Europe ? Non, le point d'Isabelle est très fort, c'est de dire qu'aujourd'hui, enfin moi je fais le pari que lorsque la guerre sera terminée, on espère de bonne manière, les nouveaux géants de la défense européens sont en train d'être créés en Ukraine. Parce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des acteurs qui auront compris qu'aujourd'hui c'est pas juste une question de capacité, c'est-à-dire de produits, mais qu'il faut livrer l'usine qui est prête à délivrer 9 millions de drones cette année en Ukraine. Deuxième chose, ça va être, ils vont avoir des surcapacités gigantesques, donc devinez où ça va aller. Et troisième chose, ils gagnent aujourd'hui, en tout cas ils résistent à la guerre financière, puisque quand on envoie des rafales et envoyer des missiles à 400, 500, 1 million d'euros, détruire des shahids, alors on en est très content et heureusement qu'on l'a fait pour défendre nos bases et nos partenaires dans le Golfe, mais on perd la guerre financière. Eh oui. Donc aujourd'hui, ça, les Ukrainiens ont réussi à faire, en fait, des contre-drones, des essaims, des choses comme ça, qui, en fait, permettent de ne pas être en désavantage par rapport aux Russes. Je m'interroge quand même, est-ce que nous, dans les pays, en Allemagne, qui aujourd'hui débordent d'argent, ils n'ont pas changé, je parlais de cette adéquation entre les tempos, ils n'ont pas changé en fait réellement ce qu'ils achètent, ils continuent à acheter du matériel pour la guerre d'hier.
Donc c'est pour ça que quand j'entends des voix en France dire mon Dieu, on a peur d'une Allemagne qui devient très forte, je dis rassurez-vous parce qu'aujourd'hui la Bundeswehr ne fait pas preuve de sens stratégique extrêmement profond. Ils sont beaucoup plus dynamiques, ça c'est sûr. Et nous en France, il faut qu'on arrête de dire qu'on est en économie de guerre, à part sur quelques produits comme les canons César, où ça reste quand même échantillonnaire. On n'a pas multiplié par 2, par 3. Et à l'arrière, il ne faut pas forcément multiplier par 2, par 3 parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais on ne serait pas capable, en cas de choc, de monter notre production x10, x20, x30 comme il faudrait le faire. Ça fait quand même 4 ans qu'on en parle. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Cette économie de guerre et on n'y est toujours pas, Thomas Gramine. Et en plus, il y a un modèle industriel français qui est très spécifique par rapport au reste de l'Europe. Il faut se souvenir que les Français, on est les 2e exportateurs mondiaux d'armement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue oui, on n'est pas trop mal positionné, a priori, on peut se dire. Mais est-ce que c'est l'ancienne guerre ou la nouvelle, comme le dit André? Et quand vous regardez maintenant au niveau européen, on n'est que les 3e pour les achats intra-européens. C'est-à-dire qu'on est très loin derrière les Américains et on est même derrière les Allemands concernant les achats intra-européens. Ah oui. Un chiffre, quand on regarde les équipements... On vend mal à nos partenaires européens. Exactement. Ouais. On a un tiers, pour les équipements militaires européens, il y a un tiers qui est importé, et en moyenne pour les pays européens, il y a plus de 50% qui viennent des États-Unis, un chiffre qui a augmenté, c'est-à-dire que dans les années 2010, on était autour de 40% qui étaient importés des États-Unis, et là on est à plus de 50%. Donc notre dépendance aux États-Unis a augmenté aussi, donc il n'y a pas que la tech, il y a aussi l'armement. Mais la France, elle, se distingue puisqu'on est beaucoup moins dépendant des importations américaines, autour de 17%, donc c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand vous voyez les Polonais, quand vous voyez les pays de l'Est, quand vous voyez les Allemands, par exemple, les Polonais vont acheter plutôt sud-coréens oui, mais ou ça c'est l'OTAN, bien sûr, que français. Donc là aussi, on a un problème de positionnement de notre appareil militaire, de notre appareil industriel. Et c'est très difficile de répondre à la demande de nos voisins. Non, mais l'exemple que citait Thomas sur les tanks, je crois K2 coréens que la Pologne a achetés, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nos Leclerc ou que les Allemands, c'est juste que les Coréens étaient capables de fournir rapidement. Parce qu'à donc nouveau, c'est la question vraiment de la production, des capacités aujourd'hui de production. La capacité de production. C'est-à-dire qu'on est encore dans de la haute couture. Il faut qu'on passe rapidement au modèle Zara. Et je dis Zara, pas pour faire de la publicité pour Zara, parce qu'il y a deux choses. Un, parce que c'est du prêt-à-porter. C'est de la fast weapon qu'il faut. Après la fast fashion. Et deux, il faut qu'on change cette logique en fait de catalogue, puisqu'il faut produire un batch et ensuite passer directement au suivant, parce que si on a des stocks de modèles, en fait, ils deviennent périmés de plus en plus rapidement. C'est exactement ce qu'ont montré les Ukrainiens, c'est-à-dire cette agilité et cette capacité de test and learn. En fait, les drones ont été créés par une multitude de petites zones et de laboratoires sur tout le territoire. En 2-3 jours, ils étaient testés sur le front et en fonction des bons résultats, l'État investissait et fléchait les financements. Mais est-ce que ce n'est pas un game changer pour l'industrie européenne, ça? 80 exposants ukrainiens cette année à Eurosatory contre 10 il y a 2 ans seulement. Ça devient la première armée européenne, l'armée ukrainienne. Les Ukrainiens ont réussi à développer un savoir-faire absolument unique et ont complètement transformé l'art de la guerre. Donc on peut effectivement, vis-à-vis des États-Unis, on n'a pas que le vin, on a aussi ce savoir-faire ukrainien, enfin au niveau de l'Europe, pas malheureusement de la France, mais au niveau de l'Europe. Et on a bien vu les Ukrainiens proposant au moment du début du conflit iranien aux Américains de l'aide et aux pays du Moyen-Orient. Donc c'est un vrai savoir-faire aujourd'hui. Et je vois les discussions aujourd'hui qu'il y a sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Il faut faire très attention parce qu'on voit bien dans la population, que ce soit dans le domaine agricole, que dans le domaine... il y a plein de gens qui vont dire mais est-ce que ça va trop vite? Et ils auraient raison de le dire. Il faut qu'on présente ça, non pas comme avec la France, l'Allemagne, le couple franco-allemand. Quels sont nos intérêts? Notre intérêt aujourd'hui stratégique européen, c'est d'avoir l'Ukraine au cœur de la machine industrielle européenne. Le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup d'acteurs traditionnels, je rappelle, et c'est pas qu'en France, qui vont être contre ça. Parce qu'ils sont sur un fromage bien établi, avec des achats bien établis. Je rappelle, il y a 2 mois, le président, le CEO, le PDG de Rheinmetall, qui, de manière un petit peu dénigrait les producteurs de drones en disant que c'était des Ukrainiennes dans leur cuisine qui produisaient des drones. Ce qui est en train de se passer, on l'a vu la semaine dernière, c'est qu'ils sont en train de produire des missiles pour la frappe en profondeur
les fameux Flamingo. Alors au début, c'était vraiment du bricolage, hein, ça ressemblait à des V2 allemands d'il y a 80 ans, Oui. mais aujourd'hui, ça devient des missiles qui arrivent à frapper et qui sont à une fraction de nos propres coûts. Donc je pense qu'aujourd'hui, soit on fait du protectionnisme en France en disant « Ouh là là, il faut protéger nos missiles actuels », ou au contraire, c'est une incitation pour Toujours nos la même missiles. tension européenne. En fait, la grande difficulté en Europe, c'est que depuis 30 ans, le marché s'est consolidé. Il n'y avait plus de demande. Il n'y avait plus aucune demande et plus Évidemment. aucun On est investissement. sur des marchés plutôt Donc porteurs aujourd'hui. on a des oligopoles qui ne sont absolument pas pressés et qui ne sont pas doués d'une agilité. Et effectivement, le fait de pouvoir produire rapidement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc il faut que l'on arrive à intégrer sur le marché cette agilité ukrainienne. Quand on voit les investissements qui ont été faits par l'Europe depuis maintenant une dizaine d'années, on voit par exemple que les Américains ont commencé à vraiment déclencher et investir énormément dans la défense à partir de 2001 avec le choc du 11 septembre. Ils étaient à l'époque à 300 milliards de dollars, nous étions à 150 milliards de dollars l'Europe. Donc nous étions qu'à la moitié. Aujourd'hui, ils sont à 1000 milliards de dollars et nous sommes à peine à 300 milliards de dollars au niveau européen. Donc l'écart s'est absolument creusé et l'oncle Sam n'est plus un oncle protecteur. Et donc c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui le marché se réorganise, y intègre de l'agilité et des financements. Très rapidement, le mot de la fin, Thomas. Ouais, c'est que l'Europe ne sait pas planifier, mais par contre, elle sait réagir quand il y a une menace vitale. Donc là, c'est malheureusement le cas dans la guerre en Ukraine, où c'est quand même impressionnant qu'un pays comme l'Ukraine, en 4 ans, a réussi à bâtir un tissu industriel qui est au niveau où ils sont capables d'exporter, y compris leurs compétences aux pays du Golfe. On n'aurait jamais pensé ça il y a 4 ans. Mais de nouveau, la mauvaise nouvelle, c'est que s'il faut attendre une guerre d'une telle ampleur pour que l'Europe se réveille, et ben on revient à notre débat sur l'IA du début, mais voilà, c'est dans quelle mesure les Européens prennent conscience de la menace et des enjeux géopolitiques pour demain. Allez, merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Cette émission est disponible en podcast